Vous écoutez Le Grand Débat, issu de l'épisode S508 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 3 novembre 2022. Cette émission est présentée par Canon et sa gamme EOS R, des hybrides aux performances inédites pour une créativité sans limite. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les ISO avec nos invités Sébastien Marignani de la boutique Sélection Photo et l'ingénieur Pierre-Yves Maître de DxOMark pour parler des boîtiers équipés de capteurs au format APS-C. Malgré une omniprésence des boîtiers équipés en 24-36 mm, de nombreux constructeurs proposent aussi des appareils en APS-C. D'autres en ont fait même une véritable spécialité, une manière de se différencier. Canon, Nikon, Sony, Fujifilm, Pentax, Leica, Sigma, tous ont en gamme un ou plusieurs boîtiers APS-C avec des nouveautés fortes dans ces catégories. On peut citer par exemple les nouveaux Canon EOS R7 et Canon EOS R10, les récents Fujifilm X-H2S et X-H2, le Nikon Z30, la caméra Sony FX30 et tout dernièrement le nouveau X-T5, on en a parlé dans le Flash Actu. Alors avant de commencer, je vais vous poser une question à tous. Une question qui tue. Elle arrive tôt, dis donc. Elle arrive très tôt. Elle arrive très tôt, mais c'est pour dynamiser un peu tout ça. Messieurs, quel est votre boîtier APS-C préféré et pourquoi ? Et je vais donner la parole pour commencer à Pierre-Yves Maître. Alors, les boîtiers APS-C préférés. Le boîtier APS-C préféré. Parce que personnellement, j'utilise un X-T4 qui est un peu un compromis, parce que j'adore le format réflexe au quotidien. Il y a vraiment deux boîtiers qui m'ont marqué par leur viseur optique. En fait, il y a le format X Pro de Fuji que je trouve génial, et côté français, le Pixie aussi, qui est un capteur APS-C très bien. avec un format plus... c'est un télémétrique en fait. Et le fait de vraiment regarder à travers le viseur et d'avoir une photo numérique derrière, c'est génial. Les IKM du coup. On a dit APS-C. Oui, c'est vrai. Bah, le M8. On va en parler d'ailleurs. Okay. C'est un peu moins cher le Pixie. Sébastien. Alors, je vais pas être très original, mais c'est vrai qu'un XT4 reste un beau boîtier. On parlait tout à l'heure du côté outil, du côté objet. C'est un très beau boîtier. Après, il y aurait plus moderne, je dirais, ça serait un 6006 de chez Sony, un Alpha 6006 pour la partie vidéo. Si je devais faire de la vidéo, je me tournerais vers ce produit-là qui est très bien stabilisé et qui est là pour le coup pratiquement fait que pour la vidéo. Mais au niveau du look et au niveau de l'objet, il n'y a rien à dire. Fuji reste un super produit. À prendre en main, c'est absolument génial, le fait d'avoir les réglages un peu old school sur le haut du boîtier, de tout voir même quand le boîtier est éteint, et après on retourne juste l'écran, on ferme, on se met en focus manuel. On est d'accord. Un réglage de pellicule et on regarde, on n'essaie même pas de retoucher. Mais ça, c'est mon âge en fait qui fait que voilà, ça attire aussi les jeunes générations. Amène-nous dans la modernité. Oui, s'il te plaît. J'aimerais. Alors, je vais faire un pas de côté, tiens, parce que le boîtier qui m'accompagne tout le temps, d'ailleurs, je l'ai là dans ma sacoche de vélo, hein, c'est le Fujifilm X105, hein, donc, qui rejoint un peu ce qu'a dit Pierre-Yves au niveau du viseur, puisqu'il s'agit d'un viseur hybride, qu'on appelle, il ne veut pas dire grand-chose, mais en gros... façon télémétrique, enfin visée réelle et ou visée électronique au choix, et puis surtout compact, focal fixe. Et je mets un complément grand angle qui fait un 28 mm, mais le boîtier que j'adore, qui permet de faire des photos différentes à la manière d'un smartphone, on en parlait dans le cadre de la street photo, c'est le Ricoh GR. Là, c'est la famille des Ricoh GR, qui sont bourrés de défauts, hein, autonomie vraiment pas terrible, pas d'écran orientable, pas de viseur, y a plein de trucs qu'il n'y a pas, mais un vrai plaisir à l'usage, une personnalisation à outrance, qualité d'image géniale, du RAW DNG. Donc, je vais retenir le Ricoh GR3. Bon. Alors moi, en ce qui me concerne, je vais avoir une réponse un peu plus originale parce que c'est le Canon EOS 300D qui a une valeur tout à fait affective pour moi puisque c'est par ce réflexe-là que je suis rentré, on va dire, dans l'univers de la photographie numérique. Hein. Pour rappel, c'était un des premiers boîtiers, entre gros guillemets, relativement abordable, qui permettait de passer au réflexe numérique. Alors, c'était un capteur de 6 millions de pixels, un viseur pentamiroir, ça devait faire 2 images par seconde en rafale, mais un écran arrière minuscule, mais quel kiff!
quel kiff. J'ai fait beaucoup de choses avec ce truc-là et figurez-vous que j'en ai racheté un d'occasion il n'y a pas très longtemps et bah, ça me fait plaisir de temps en temps de le ressortir. Il fonctionne encore très bien. Bah, j'ai gardé mon premier appareil numérique qui était un 400D aussi. Je l'ai gardé pour le coup, pour éviter de le repayer beaucoup plus cher aujourd'hui. Tu vas devenir vintage bientôt. Sébastien, de l'appareil photo de papa. Et c'est vrai que moi, en fait, quand j'ai commencé la photo, c'était avec l'appareil photo de mon père. C'était un Nikon D200. Oui, à l'époque, et c'est génial. Un beau début, c'est déjà un sacré début. Après, je suis redescendu en gamme et je remonte petit à petit la pente. Mais je pense que c'est pas étranger au fait que j'aime bien le format aussi réflexe, viseur central. Ouais, puis que des boîtiers APS-C là. Hein, on s'aperçoit que Arthur est un sentimental. Ça, c'est une première chose. Ça, et pour aussi finir et conclure sur le choix, le Nikon, enfin le ZFC en l'occurrence, a très bien joué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vend le ZFC pour son look. Ah oui. C'est-à-dire que là, ça ressemble... Juste petite précision, hein, le Nikon ZFC, donc c'est un boîtier hybride en monture Z équipé d'un capteur APS-C qui a un look très rétro qui fait un peu penser au FM2. Qui se veut, clairement, voilà, un clin d'œil au FM2. Un petit look à l'ancienne. Pour te dire, on le met nous en vitrine, il est proche, on a une vitrine muséum Nikon, il est proche, donc le boîtier est mis en place de telle façon à pouvoir montrer d'où il vient, et c'est un carton. Voilà, les gens adorent ce boîtier pour son look. Par rapport au Z50 dans les chiffres de vente ça n'a rien à voir. Alors, on va rentrer un peu dans le vif du sujet, hein, finalement. Alors, à une époque pas si lointaine, hein, les boîtiers équipés de capteurs APS-C régnaient littéralement en maître dans l'univers du réflexe et ont été pour beaucoup de constructeurs l'une ou la première porte d'entrée dans l'univers hybride. Alors on se souvient, on en a parlé rapidement, de l'EOS 300D et des Nikon D70 respectivement en 2003 et 2004, du Nikon D200 en 2005, du Leica M8 en 2006, donc le premier M numérique qui était équipé en capteur APS-C, du Canon EOS 7D en 2009, un boîtier quasi pro, quoi, taillé pour l'action et le terrain. Des Sony Nex 3 et Nex 5 en 2010, les premiers hybrides Sony qui étaient équipés de capteurs APS-C et qui ont inauguré la fameuse monture E, ou encore les Canon EOS M en 2012. Alors, la première question à laquelle on va essayer de répondre, c'est finalement pourquoi on appelle ça un capteur APS-C. Est-ce que l'un d'entre vous est capable de répondre à cette question ? Je peux. Alors, vas-y, Sébastien, on t'écoute. En fait, au départ de l'argentique, il y avait donc le format 135, donc le 35 mm, qui faisait 24-36. Et à un moment, ça s'est soufflé un petit peu, c'était dans les années 90. T'étais déjà à sélection photo-vidéo à l'époque. Hein. Non, mais on va arrêter de parler de ça parce qu'au bout d'un moment, les gens vont faire un calcul. C'est de la mais quel âge a-t-il Quel âge a-t-il Voilà, donc on va... S'il te plaît, Arthur. J'ai de la chance, c'est un podcast et c'est pas filmé. Donc, voilà. Oui, voilà, c'est pas filmé. Le mystère reste entier. Quoi. C'est vrai. J'ai plutôt un physique de radio que de télévision. Mais c'est pour ça qu'on fait du podcast, nous. Hein. Merci. On n'est pas fous. Donc, disais-je, donc ce format-là s'est soufflé un peu. L'industrie de la photo s'est dit, tiens, ça serait bien de sortir un nouveau format avec des boîtiers plus petits. Et ils ont sorti l'APS-C qui s'appelait Advanced Photo System. Ouais. Alors, c'était fait pour que ça soit plus simple. Donc, les pellicules n'étaient plus, enfin, les films n'étaient plus avec la languette qui sortait, qu'il fallait mettre dans un cran. C'était tout automatique, quoi. Voilà, c'était des sortes de cassettes qu'on mettait à l'intérieur. Ça a bien fonctionné, tout le monde en a fait. Et tout le monde en a fait même avec des objectifs interchangeables. Ça existait chez Nikon, chez Minolta à l'époque, chez Canon. Tout le monde a fait ces produits-là. Puis des produits plus petits, c'était Kodak qui avait lancé en fait ce format-là, parce que c'était des fabricants de films. Ils avaient aussi leur propre appareil, ça s'appelait les Advantix. Donc tout ça a fait que ça a relancé le marché. Mais est arrivé le numérique. Ça a effectivement coupé court à ce format, puisque le numérique est arrivé, et le format utilisé par le numérique au départ, c'était de dire, tiens, on va prendre ce même format qui est pratique, et on va pouvoir sortir... Je pense qu'ils pensaient même à l'époque pas forcément sortir du plein format. C'était au départ dire, le format du numérique, ça sera ça. Alors, il y a une particularité quand même avec ce format APS-C, donc ce format de capteur, c'est qu'il induit
ce fameux coefficient de conversion qu'il faut appliquer au focal. Pierre-Yves, est-ce que tu peux un peu nous expliquer pourquoi et surtout comment? Comment? Alors, pourquoi? En fait, il va y avoir un facteur de conversion quand on va passer sur de l'APS-C, c'est-à-dire que si on achète un objectif qui va être 30, 32, 33 mm, la focale physique optique, le calcul de focale qui est juste un calcul, effectivement, c'est 30-32 mm. Par contre, quand on va mettre un capteur derrière qui va être plus petit qu'un capteur plein format, en fait, on va prendre qu'une partie du cercle optique qui sort derrière l'objectif de 32 mm. Et donc, du coup, c'est comme si on zoomait un petit peu dans le cercle optique de cet objectif. Et donc, on va se retrouver avec un équivalent plein format comme si on avait un 50 mm. Donc, en fait, tous les objectifs un peu standard 50 mm f1.8 en plein format, ils vont se retrouver plutôt sur en fait, des 33 mm, 35 mm en APS-C avec un facteur de conversion 2 fois 1.5. Oui, puis souvent, du coup, les gens sont un peu paumés parce que sur l'optique en elle-même, c'est pas l'équivalence qui est indiquée, mais c'est la focale. Pourquoi ils mettent pas les APS-C, bonnes c'est la focales focale directement réelle. sur les optiques, quoi? Surtout sur les optiques qui sont dédiées. Ils auraient pu directement donner la vraie focale et non pas la focale du plein format. Alors parfois, c'est marqué en magasin ou dans des guides, on l'indique, on voit équivalent Tout à fait. 24-36. C'est valable pour les compacts, hein, là on parle d'APS-C, c'est valable pour tous les appareils. Pour les micro 4 tiers, il y a un facteur x2, Voilà. encore un peu plus pour les formats 1 pouce jusqu'à 2.6. Et donc ça va changer la façon dont on aborde la focale. Ça va aussi changer après tout ce qui est profondeur de champ, flou d'arrière-plan. En fait, quand on va passer d'un objectif, par exemple, on a déjà eu cette discussion 1.8, dans ce podcast. quand on va passer d'un objectif 1.8 en plein format à un objectif 1.8 en APS-C, on va avoir une profondeur de champ qui est un peu plus large. Donc quand on va faire la mise au point au même endroit, on aura une zone plus nette autour de ça. Donc en fait, il y a un peu les mêmes facteurs de conversion qui s'appliquent à la profondeur de champ. Et je parle vraiment juste de ce qui est net et ce qui n'est pas net dans l'image. Et du coup, par exemple, si on veut un équivalent f3.2 en plein format, ça va être plutôt un f2 sur l'APS-C pour avoir la même zone de netteté ou le même flou d'arrière-plan. Et de la même façon, ça va être un f1.6 en micro 4 tiers qui va faire un f3.2 en plein format. C'est pour ça qu'on ne peut pas comparer un 1440 ou un 1240, on va dire, de l'8 d'une marque micro 4 tiers avec un 2470 de l'8 plein format. Voilà, exactement, c'est pas la même chose. Donc en termes de lumière qui rentre, effectivement, le nombre d'ouvertures, ça c'est bon, mais en termes de zone de netteté, de profondeur de champ, il va y avoir une petite conversion. Et après, il y a encore, je viens de dire plus compliqué, mais ce qu'on va appeler la qualité ou le côté plaisant du bokeh, du flou d'arrière-plan, là, c'est encore rien à voir, c'est vraiment au niveau du design optique. Ouais, c'est ça, parce que d'une optique à l'autre, tu peux avoir un bokeh totalement différent, même à ouverture équivalente, quoi. Donc, c'est la construction optique qui va générer le bokeh. D'ailleurs, on a parlé du très beau 135 1.8 sériel qui est annoncé. Bon, un prix aussi très beau, hein, 2600 et quelques euros, c'est fou pour une ouverture 1.8. Mais le bokeh a l'air pas mal du tout, quoi. Ok, donc ce coefficient de conversion de 1,5 fois, finalement, il est super cool quand on aime utiliser des longues focales, puisque un 200 mm se transforme en 300, un 400 en 600, etc., etc. Ouais, et 1,5 fois, précisons au passage que 1,5 fois pour la majorité, puis il y a une exception, puisque Canon, c'est 1,6 fois. Oui. Bon, petite précision. Oui, selon les marques, c'est pas exactement les mêmes tailles de... la taille du capteur diffère parfois. Voilà, effectivement, c'est vrai que sur le 24-36, c'était vraiment la taille de pellicule. Il n'y a pas de débat, c'est 24-36. Après, c'est vrai qu'en APS-C, au lieu de 36 en largeur, on va avoir des 23,5, 22,8, un peu plus libre selon les fabricants. Après, à l'usage, en fait, on ne va pas énormément s'en rendre compte. Ça reste vraiment dans la largeur du trait. Mais comme disait Arthur, c'est un avantage pour les gens qui veulent faire du sport ou de l'animalier, puisque tu vas augmenter en fait ta focale. Par contre, le fan de paysage... c'est moins vrai. cool. Oui, mais tu vois aussi... Tu as des ultra grands angles qui permettent d'y bien pallier. sûr, Enfin, tu peux toujours faire du paysage. Hein. Oui, tout le monde a une gamme, enfin toutes les marques ont une gamme où tu as un ultra grand, donc tu as toujours un 10 mm qui correspond à un 15 ou un 16 qui est dans la gamme. Et le fait de la profondeur de champ, tout le monde parle que c'est un peu dommage que cette profondeur de champ soit si importante et donc on ait une plage qui est très nette partout, en particulier l'arrière-plan. C'est vrai que c'est tendu pour le portrait, mais je parlais pour le sport. Nous, on a des clients qui adorent ça. Parce que quand tu fais par exemple un match de foot, tu vas avoir le premier plan qui est net, mais le joueur de derrière net également. Et ça peut être important, tu vois. Évidemment pour le portrait, de ne pas avoir un flou et qui met en présence le sujet principal, ça c'est un peu ennuyeux. Alors, et ça c'est
très vrai et très intéressant parce que même au final, maintenant, sur le smartphone, on a beaucoup de problèmes parce qu'ils ont tous des ouvertures, j'ai envie de dire, la plus grande possible à 1,6, 1,7 pour faire rentrer le maximum de lumière, le capteur étant plus petit. Et par contre, avec ces ouvertures-là qui sont fixes, on ne peut pas la changer. Quand on va faire des photos de groupe, de famille à plusieurs avec un peu différents plans, on va souvent se retrouver avec l'arrière-plan qui est un petit peu flou. Et là, on ne peut pas fermer, donc on n'a pas le choix. Donc effectivement, selon l'utilisation de la photo, ça peut être un avantage d'avoir une profondeur de Bien champ sûr, plus ou moins grande. Et pour de l'animalier, ça permet aussi de ne pas rater son focus plus facilement. tout à fait. Et en vidéo aussi. On en dira peut-être un petit Ah mot oui. plus tard, mais ça, en vidéo, on apprécie de pouvoir avoir cette petite zone de confort supplémentaire qui, en plein format, génère parfois des gros loupés. Alors, pour bien qu'on comprenne les choses vis-à-vis de ces boîtiers équipés en APS-C, il faut qu'on parle un tout petit peu de monture, parce que pour le coup, tous les constructeurs n'ont pas la même stratégie à ce niveau-là. Alors, on l'a évoqué tout à l'heure, donc Sony a lancé la monture E, ok, au moment de son entrée sur le système hybride avec les NEX en 2010, et finalement, c'est toujours cette même monture qui est utilisée actuellement sur les boîtiers Sony, qu'ils soient 24-36 ou APS-C. Par contre, il y a deux gammes d'optiques, une gamme compatible avec le plein format et une gamme spécialement conçue pour les formats APS-C, respectivement E et FE. Chez Nikon, c'est à peu près la même chose. Sur leur monture Z, ils ont deux gammes d'optiques, une gamme DX et une gamme FX. Exactement la même chose qu'il y avait du temps de l'argentique. Chez Canon, c'est encore un peu plus compliqué, puisque on retrouve de la PSC dans deux systèmes complètement différents, que sont les EOS M et les EOS R. Et au sein de la monture EOS R, qui est un peu la reine chez Canon, là encore, on se retrouve avec deux gammes, les obtures RF et les optiques, pardon, RF et les optiques RFS. Avec une parenthèse à ce niveau, parce que plus compliqué chez Canon, oui et non, dans le sens où c'est plus simple par rapport à la période des réflexes, où il fallait faire attention puisqu'on ne pouvait pas monter des optiques EFS dédiées, du coup, à l'époque à la PSC sur les réflexes plein format, alors qu'aujourd'hui, On peut un le faire. utilisateur qui possède un R7, par exemple, pourra monter ses optiques RFS Oui, moyennant un petit truc, mais sur oui, son, bien sûr. s'il a aussi un plein format, sur son R6, R5 ou autre, quoi. Exactement. Fujifilm, c'est beaucoup plus simple, puisqu'ils ont misé sur la PSC dès le début, donc une seule monture, il n'y a pas de problème. Et les IK, double monture aussi, si on peut dire, pour le M8, qui était le premier M numérique en APC, donc la fameuse monture M. Et ils ont aussi lancé un système hybride en APS-C. Alors, c'était les Leica T initialement, TL, puis CL, qui, eux, utilisent cette fameuse monture L dont on a déjà tant parlé dans cette émission, qui est commune à Panasonic, Leica et Sigma. Donc voilà, c'est un peu important de bien piger tout ce qui se passe au niveau des montures. Au moment de se construire une gamme optique, c'est ultra important, quoi. Ouais, parce qu'en fait, on va pouvoir faire plein de choses. Le pas de vis, finalement, est le même, et on va pouvoir essayer des choses un peu différentes. Si on prend une optique plein format et qu'on la monte sur son boîtier APS-C, Pas de problème. On va même être un peu meilleur, parce qu'en fait, on va pas taper dans les coins de l'optique. Ouais, Donc en c'est ça, fait, on va les utiliser performances dans le champ on va utiliser le centre. vont être super bonnes. Et par contre, si à l'inverse, on monte un objectif designé APS-C sur un plein format, là, on va avoir le fameux cercle optique en fait, directement sur le capteur. Les boîtiers modernes, ils ont des fonctions de crop automatique. Tout à fait. Normalement, il est reconnu. Alors, dans les menus, souvent, on peut mettre crop auto. Ouais, c'est ça. Exactement. Il va être reconnu, le recadrage sera automatique. Alors, aujourd'hui, les boîtiers équipés de capteurs APS-C, ils semblent vraiment de nouveau sur le devant de la scène. La preuve en est avec l'arrivée des modèles Canon et Nikon sur leurs montures phares que sont la monture RF et la monture Z. Nikon a lancé un premier boîtier décliné en 3 versions, Z30, Z50, ZFC. Canon, pour sa part, est allé un petit peu plus loin dans l'exercice et a lancé entre autres l'EOS R7 très récemment, un boîtier très expert qui est équipé de ce fameux capteur APS-C. On vous propose d'écouter Jackie Carré, le chef produit de Canon, nous parler de ce nouveau boîtier. Alors, avec l'EOS R7, on a voulu ouvrir le système EOS R au capteur APS-C. Alors, les capteurs APS-C, c'est surtout très intéressant pour les photographes animaliers et également les photographes de sport. Donc, avec le R7, on a vraiment voulu s'adresser à ce type de photographes qui sont en attente d'un capteur APS-C qui leur permet d'augmenter la focale et d'avoir donc une capacité à se rapprocher du sujet.
Et également, sur un boîtier APS-C, c'est un produit qui est un peu plus petit, moins encombrant et également plus abordable. Donc, avec le R7, donc, on profite à la fois du capteur APS-C, mais également de toutes les avancées du système EOS R. Et pour un photographe animalier, principalement, c'est la qualité de l'autofocus. L'autofocus sur le R7, donc, qui fait appel à l'intelligence artificielle, mais il est en capacité à détecter et suivre le sujet sur toute la surface de l'image. Donc, le photographe animalier, donc, il a juste à se concentrer sur l'animal, à faire son cadrage, et on va dire, l'EOS R7, il se charge du reste. Il va faire la mise au point sur le corps, la tête et les yeux de l'animal. Et donc, c'est très, très pratique pour le photographe animalier. Également, des avancées comme la stabilisation d'image, qui permet de gagner jusqu'à 8 vitesses, puisqu'elle est combinée entre l'optique et l'ibis du boîtier. Donc, on peut, par exemple, s'affranchir d'un monopode ou d'un trépied pour les randonnées, pour les photographes animaliers, par exemple. La sensibilité à F également, qui est bien plus sensible que celle d'un réflexe. Maintenant, on peut travailler jusqu'à F22. Donc, ça permet de travailler avec des optiques moins lumineuses et très tôt le matin ou très tard le soir, là où les animaux sont les plus actifs. C'est également un fonctionnement silencieux. Et puis, sur la R7, par exemple, on a également ajouté des nouvelles fonctions, des outils à la prise de vue, comme par exemple le mode Rafale RAW, avec surtout le mode prédéclenchement, qui va permettre aux photographes animaliers d'enregistrer la demi-seconde d'image réalisée avant la pression sur le déclencheur. Par exemple, s'il a raté une image parce qu'il a déclenché trop tard, eh bien avec cette fonction, on va enregistrer les images réalisées dans la demi-seconde qui précédait le déclenchement. Donc ça, c'est très intéressant. C'est vraiment pour les photographes animaliers, mais pas que, les photographes sportifs aussi, c'est intéressant pour eux, un produit qui est un outil qui va leur permettre de créer des images plus facilement et dans des situations plus compliquées. Donc vraiment un outil adapté à leur usage est très très bien pour la photographie animalière et sportive. Vraiment un produit fait pour ça. Pour information, si vous êtes intéressé par ce nouveau Canon EOS R7, Benjamin, dans près de 2 semaines, on va vous proposer une émission spéciale entièrement dédiée sur ce boîtier. C'est cool, finalement, cette idée de se dire, bon, on a un R7, c'est un peu le meilleur des deux mondes, tous les avantages de l'APS-C et toutes les technos qui ont été développées depuis 2 ans dans le système R. Complètement. C'est vrai que c'est une réussite pour Canon. Ce boîtier a déjà eu beaucoup de succès. On a des difficultés d'approvisionnement. Clairement, Canon a un souci pour sortir ce boîtier. Mais le flux de commandes, donc en fait, je dirais que c'est l'APS-C le plus vendu et le moins livré. On a un flux de commandes important. Et tu trouves des anciens possesseurs du 7D Mark II parmi Bah, ces pas gens trop. qui commandent? Ah, pas trop? Ouais, pas D'accord, trop. c'est Bizarrement, intéressant ça. alors on est peut-être atypique, vu notre situation, peut-être qu'on n'a pas les mêmes clients que certains autres magasins. Nous, non, c'est plutôt des gens qui ont entendu parler du produit, qui sont des gens qui, effectivement, soit avaient un ancien produit APS-C Canon, donc ils sont attirés par la marque, mais d'autres personnes qui trouvent que le boîtier est, je dirais, plus moderne. Alors, c'est pas le terme exact, mais Plus expert. plus expert, plus plein de technologies que ce qu'on peut trouver chez Nikon ou dans la première gamme de chez Sony. Bah oui, Jackie, dans la capsule, parlait du mode pré-Rafale RAW notamment, avec une Ça, anticipation voilà. qui est dans le R6 Mark II Oui, non, aussi, mais complètement. et qui est une technologie qui est assez impressionnante. Si on veut guetter un oiseau qui va décoller, etc., on a la sensation de plus en plus qu'on n'a pas le droit de rater une image, quoi. Ce C'est sera ça. presque tout près, quoi. Je pense que les appareils photo ne ratent plus d'images. En fait, c'est ce qu'on appelle, nous, chez Sélection, l'erreur 13. C'est l'erreur qui se trouve à 13 cm de l'appareil photo. Voilà. En tout cas, il y a quelque chose qui est quand même évident dans tout ça, c'est que finalement, les boîtiers APS-C, ils sont quand même globalement plus abordables pour beaucoup d'entre eux que des boîtiers 24-36, et c'est une porte d'entrée finalement presque royale pour s'essayer à l'univers de l'hybride. On parle du R7, il est proposé à 1 500 €. Il y a son petit frère, le R10, qui est proposé à 1 000 €.
Chez Sony, on peut citer le 6600 qu'on peut trouver aux alentours de 1600 €. Le ZVE10 dont on a un peu parlé dans cette émission en début de saison. Pour le vlog, Benjamin, pour le vlog qui est proposé. Je préfère le vlog vidéo, quoi. À 750 €. Le Z30 à 800. Voilà, c'est quand même des prix qui sont plus abordables, quoi. Qu'est-ce que t'en penses, Pierre-Yves ? Ouais, je suis complètement d'accord. Et même, tu l'as pas cité, mais c'est vrai que chez Fuji, il y a aussi les XE qui en fait reprennent les XE4. Bien sûr. XE4 est sympa. Qui reprend le capteur en fait du XT4 et ça permet d'avoir des performances sensor et optiques qui sont top dans un format beaucoup plus petit avec un prix qui est aussi lui aussi contenu. Et c'est chouette. Et ce que je trouve aussi assez génial, et on reparle encore, je reviens souvent sur les allers-retours entre smartphone et monde de l'appareil photo dédié. En fait, c'est les technos qu'on voit arriver sur le R7, sur le R6 Mark II, avec le pré-focus, donc le fait de prendre du buffer et d'aller chercher les images dans le buffer avant que l'utilisateur appuie sur le déclencheur. Le buffer, c'est la mémoire tampon de l'appareil. C'est la mémoire tampon de l'appareil. Stocké. C'est un autre challenge de faire ça avec des fichiers RAW d'un boîtier photo. Effectivement, mais le fait d'avoir cette feature-là dispo, c'est aussi quelque chose qu'on voit apparaître depuis des années sur des smartphones. L'autofocus avec la reconnaissance de sujet. Alors, vis-à-vis de cette histoire de pré-déclenchement, je vais te contredire un petit peu, parce que ça, c'est une techno que moi, j'ai vue pour la première fois il y a plus de 10 ans dans des appareils compacts qui étaient signés Casio et qui proposaient des technos absolument délirantes. Donc, le pré-enregistrement et même le post-enregistrement. C'est-à-dire que l'appareil, il continue à prendre des photos après avoir lâché le déclencheur. Oui, je crois que les Nikon One même proposaient ce genre de fonction, mais ça montre, encore une fois, ça illustre très bien le virage loupé par l'industrie dans sa grande majorité de la photo sur ces fonctions-là, ludiques, grand public, et qui ont fait... Qui se réapproprient maintenant sur des usages un peu plus experts. Et tu l'as aujourd'hui encore sur Olympus, tu l'as également sur Panasonic. Donc c'est vraiment chez Olympus, c'est le Pro Capture. Donc tu as la possibilité de faire ça. Oui, et tu te dis, mais pourquoi tous les appareils photo ne l'ont pas ? Ça va venir. On parle un petit peu optique. Donc là, on a évoqué un peu les différentes montures qui existent chez toutes les marques. Il y a quand même des gammes qui sont en train de se développer ou qui ont déjà été développées d'objectifs spécialement conçus pour ces capteurs APS-C. C'est balbutiant quand même. C'est balbutiant. C'est normal parce que... C'est souvent des optiques grand public en plus. Sauf chez Sony, puisque Sony commence à avoir une gamme un peu plus étoffée en montureuse, ce qui est absolument normal. On a parlé tout à l'heure des feux NEX. Yes. Donc c'est tout à fait logique. Mais chez Canon, pour l'instant, on a très peu d'offres en monture RFS. Chez Nikon, c'est pareil en monture DX, si bien qu'on serait même tenté parfois de conseiller, par exemple, je sais pas, chez Nikon, de prendre un 28 mm qui couvre le plein format et le monter sur un petit ZFC. Ça ferait un 40, ça peut être sympa. Chez Canon, il y a le 35 mm f1.8 macro en monture RF que je trouve très abordable, qui est une très belle optique qu'on pourra monter sans problème sur un R7. Donc, bon, ça sera un 50 mm macro qui sera très bien. Au rapport à un 1, et vraiment, c'est une très belle optique. Donc, chez Fuji, peut-être, Pierre-Yves, toi qui est maintenant chez Fuji, tu peux nous parler de 2-3 optiques que tu aimes bien. Ouais, et il y a des optiques qui sont... j'utilise pas mal le 23 mm f2, donc c'est un équivalent 35 mm, qui pour le coup est vraiment pas très gros, ça a des performances optiques top. Et en parlant des optiques, il y a un sujet qui va devenir assez vite important avec la montée en pixels aussi des capteurs. C'est est-ce que les optiques sont toujours assez bonnes pour... Mais ça même, c'est finalement la question. De 40 mégapixels derrière. Ouais, c'est-à-dire qu'avant d'investir dans une optique, il faut quand même regarder un petit peu ce qu'on a sous le capot et voir si l'optique va suivre. Exactement. C'est crucial. On va étudier ça. Et puis, il y a aussi les constructeurs d'objectifs tierces, on peut les appeler comme ça, Sigma et Tamron, qui proposent des gammes d'optiques en APS-C. Alors, en monture Sony, évidemment, Sigma, ils ont des trucs un peu sexy. Un 16 mm 1.4, un 30 1.4, un 56 mm 1.4 et un 18-50 mm f2.8 qui sont déclinés en monture Sony, EOS M et maintenant Fujifilm X.
Chez Tamron, on a un 11-20 mm Mhm. f2.8, un 17-70 mm f2.8 et un 18-300 f3.5-6.3. Donc même dans l'univers de la PSC, il y a énormément de choix optiques, des optiques conçues initialement pour la PSC et toutes les optiques 24-36 qu'on peut utiliser si on est en Canon, en Nikon ou en Sony. Et on pourra toujours utiliser ces optiques réflexes moyennant des bagues, évidemment. Évidemment. Rappelons-le, mais par exemple, une optique Canon EFS montée sur un R7 via la bague dédiée, ça marche. Exactement. Alors maintenant, on va essayer d'aborder un sujet un petit peu plus sensible que tu as un petit peu anticipé, Pierre-Yves, c'est celui des définitions proposées sur ces capteurs et de leur performance. Finalement, face à ce qu'on peut faire avec des boîtiers 24-36 ou même des boîtiers micro 4 tiers. Si la majorité des appareils APS-C à l'heure actuelle ont des capteurs de plus ou moins 20 millions de pixels, Canon vient d'introduire avec le R7 un capteur de 32 millions de pixels et Fujifilm un capteur de 40 millions qui est utilisé sur leur X-H2 et sur le tout récent X-T5. On vous propose d'écouter Cyril Duchesne de Fujifilm France nous parler exclusivement de ce nouveau capteur. C'est une demande qui nous vient de la base, vraiment, de vous les photographes, d'avoir plus de résolution sur un capteur APS-C. Aujourd'hui, on n'avait que des capteurs 26 millions de pixels et ça fait très longtemps qu'on a cette demande pour avoir quelque chose de plus. L'écran qui est le X-H2 a été le début de ce nouveau capteur X-Trans CMOS 5 HR qu'on a déployé le 2 novembre dans le X-T5, vraiment la toute dernière nouveauté chez Fujifilm. Donc, c'est un écran plus petit, plus Fuji, plus photographique. Et l'idée derrière ce capteur, ça a été de ne pas faire de concessions. C'est-à-dire que les ingénieurs n'ont pas décidé de faire un capteur 40 millions de pixels avec lequel on ne pouvait pas monter en sensibilité. Donc, ils ont vraiment travaillé le capteur, l'association capteur et processeur pour permettre d'avoir le même rapport, la même montée en ISO, qu'avec le capteur 26 millions de pixels. Donc, malgré les 40 millions de pixels, on va avoir la même plage dynamique que le capteur d'ancienne génération, donc le capteur 26 millions de pixels. Et en plus, on apporte un ISO natif plus bas, avec un ISO natif à 125. Donc, on va pouvoir même descendre jusqu'à 64 ISO maintenant en étendue. Mais aussi un travail autour de la vitesse d'obturation électronique. Pour la première fois sur un boîtier hybride, on a une obturation électronique qui monte au 1/180 millième de seconde. Donc là, on peut utiliser des focales à f1 en plein soleil sans avoir de problème d'exposition, de surexposition. La stabilisation a été entièrement revue pour ce nouveau capteur. Alors, elle a été entièrement revue aussi pour le X-H2S. Et en fait, on a désormais dans les boîtiers Fuji une partie de la puissance du processeur qui est dédiée entièrement à la stabilisation capteur. Pour gérer de manière encore plus précise tout ce qui va être gestion gyroscopique, les accéléromètres, les micro-vibrations qu'on peut avoir au niveau des mains, au niveau de la respiration. Et aujourd'hui, avec la stabilisation, on descend sans aucun problème sur des vitesses lentes. Donc vraiment, cette stabilisation jusqu'à 7 stops, elle permet de profiter dans un maximum de conditions des 40 millions de pixels. Ça ouvre forcément de nouvelles portes. On prend par exemple le X-H2, qui est le premier boîtier hybride à proposer en APS-C la 8K. Donc on va avoir de la 8K 30p en vidéo et on voit que vraiment Fuji s'inscrit dans cette démarche qu'ils ont commencé il y a quelques temps, de toujours pousser à la fois et la photo et la vidéo. Alors aujourd'hui avec un X-H2 qui va être plus orienté vidéo et un X-T5 qui va être beaucoup plus orienté photo. Donc vraiment ce capteur 40 millions au final, est-ce qu'il a vraiment des désavantages? On va dire que le petit inconvénient de 40 millions de pixels, mais c'est valable pour tout le monde et toutes les gammes, c'est que ça fait des fichiers un peu plus gros. Donc, il faut un ordinateur un peu plus récent, un peu plus de place de stockage. Bon, il donne envie, Cyril. Il en parle bien de son nouveau capteur. Bon, moi, je suis pas un ingénieur, un grand spécialiste comme toi, Pierre-Yves, mais il y a quand même des 2-3 notions de physique que je peux appréhender. Capteur plus petit, plus de pixels, donc pixels plus petits. Les lois de la physique font qu'en termes de dynamique et de bruit, ça sent le rougis un peu, non? Non, j'arrive pas jusqu'à dire que ça sent le roussi, mais effectivement, on baisse encore par rapport à ce qu'on avait avant. C'est-à-dire que maintenant, avec 40 millions de pixels sur la PSC, on arrive à des pixels qui font 3 micromètres de côté. Donc 3 micromètres 3,04 pour être précis. Pardon. 3 micromètres par 3 micromètres. C'est un niveau qu'on atteint aussi, je crois, en micro 4 tiers maintenant. Et par exemple, qu'on n'a toujours pas atteint en plein format. C'est-à-dire que si on prend par exemple la 7R4 en plein format. Voilà, là on est toujours sur des pixels de 3,76 microns, donc les mêmes que sur le X-T4 par exemple à 26 mégapixels en APS-C.
Et si on veut descendre à ce niveau-là en plein format, on va arriver à 90, 100 millions de pixels. Et alors, il y a un peu de challenge, mais les capteurs deviennent meilleurs. Donc, effectivement, en montée en ISO avec les processeurs, on peut très bien s'en sortir. C'est important. Il parle du processeur, Cyril, c'est super important. Mais tout le monde, maintenant, on ne parle plus que du couple capteur plus processeur. Mais oui, mais comme quoi, c'est super important parce qu'on ne peut pas se limiter à la taille des photosites sur le capteur. Il faut parler du couple processeur-capteur. C'est super important. Et optique, en fait, on ne peut pas se passer d'une seule partie du pipeline, un peu de faire l'image et de l'approcher sur le capteur. Parce que là où il va falloir mettre le paquet, entre guillemets, en passant sur un XT5 ou un XH2 avec 40 millions de pixels, ça va être sur les optiques. Parce qu'en fait, avec des pixels de 3 microns par 3 microns, il faut pouvoir avoir une optique qui va effectivement, quand on a un point dans l'image qu'on va faire un point sur le capteur de plus petit que 3 microns. Sinon, en fait, on n'a aucun avantage par rapport aux 26 mégapixels. Et d'ailleurs, à ce niveau-là, Fujifilm a publié une petite liste sur son site internet d'optiques conseillées compatibles avec ce nouveau 40 millions de pixels. La liste est quand même assez impressionnante. La liste est quand même assez grande. Ouais, parce que les optiques Fujinon ou X, c'est quand même super qualitatif. C'est super qualitatif et c'est super transparent comme démarche. Juste de dire, effectivement, si vous voulez tirer le plein parti du nouveau capteur que vous achetez, vous investissez dans un système, de donner le conseil derrière et la connaissance des optiques qui vont tenir la route et suivre, et ça va peut-être se dire dans le but de développer un peu son système, tiens, je vais peut-être plutôt prendre le 33 f1.4 qui est récent, si mon but c'est d'aller après upgrader sur un capteur de 40 mégapixels. Oui, et Canon l'avait fait à l'époque quand ils ont sorti les 5DS, 5DSR. Dans le mode d'emploi de ces boîtiers figurait une liste d'optiques de série L recommandées. Et il y avait des surprises. Il y avait certains modèles qui n'y figuraient pas. Exactement, on n'aurait pas pensé. Exactement. Et on s'aperçoit aussi que les marques sont en train de changer de leur optique. Je vais parler de Sony rapidement, même si c'est du plein format. Mais quand tu vois l'arrivée d'un nouveau 24-70, d'un nouveau 70-200, ça augure certainement la possibilité d'un nouveau capteur. Tout le monde attendait du 100 millions de pixels sur la facette R5. C'est pas pour tout de suite, a priori. Non, mais enfin, 61, c'est déjà énorme. Et franchement, dans les faits, qui a besoin de 61 millions de pixels aujourd'hui ? Sébastien, c'est toujours un argument choc, ça. Plus il y a de pixels, meilleur est l'appareil. Ou finalement, quand on voit une stratégie comme Fujifilm avec deux approches, une approche sur la définition et une approche sur la vitesse, ça parle. Non, en fait, ce que je disais tout à l'heure, c'était pour le 20 millions de pixels sur le R6, qui était une problématique parce que les gens voyez partout, parce que c'est seul boîtier avec un capteur de 20 millions de pixels sur tout le marché. En 24-36. En 24-36, ils se disaient, acheter en plus, il y a un rapport qualité-prix, si tu veux, pour le coup. Un coût au pixel, quoi. Un coût au pixel qui posait un problème. C'est-à-dire que des gens, tu leur disais, ça, c'est un 20 millions de pixels. C'est pas un 24. Donc, ça ralentit, je pense, la vente du R6. Enfin, en tout cas, chez nous, ça ralentit pour aller sur d'autres produits. Il y a les A7S aussi, quand même. Oui, alors qui ont des capteurs moins résolus, mais qui ont des features super intéressantes pour tirer parti de ça. Ouais. Voilà, tu as raison. C'est-à-dire que, hormis un capteur de 11 millions de pixels chez Sony, mais dédié principalement à la vidéo, puisque 11 millions de pixels est amplement suffisant, mais pour un boîtier qui se disait photo et vidéo, 20 millions de pixels posait un problème. Maintenant, de là à aller jusqu'à 60 millions de pixels, là, je te rejoins. Je sais pas si, à part certaines personnes qui ont envie de recadrer énormément, c'est aussi des fichiers énormes. C'est aussi, ça demande aussi une gestion après de post-prod et de gestion de disques durs pour remplir tout ça en RAW, qui pose un problème quand même. Mais en plus, quand tu dis que Sony prépare le terrain un peu avec les updates des 24-70 et des 70-200, c'est vrai qu'on a pu les tester vraiment chez DxOMark et en piqué par rapport à la génération d'avant. Ils ont vraiment très très bien bossé parce qu'ils sont plus petits, plus légers et ça pique vraiment très très fort. C'était déjà bon les premières versions. C'était déjà très bon. Là, le retour qu'on a, c'est qu'ils sont exceptionnels. Ouais, c'est exceptionnel. C'est-à-dire que c'est des optiques exceptionnelles. C'est-à-dire que si tu le mets sur un Alpha 7 IV, c'est une optique incroyable. Du coup, ça devient presque même plus compliqué de développer des optiques pour des capteurs APS-C que pour des pleins formats, du coup. Ouais, j'ai presque envie de te dire oui, parce qu'en fait, ça revient à la taille la plus petite du pixel. Et pour l'instant, en APS-C, c'est plus petit que ce qu'on a en plein format. On est à 3 microns en APS-C, en micro 4 tiers, alors qu'on est encore à 3,76 en plein format. Et il y a un autre challenge aussi optique boîtier, parce qu'on parle beaucoup du couple quand même optique-boîtier. Indispensable. C'est sur d'autres boîtiers, par exemple le XH2S de Fuji, qui est lui pour le coup très rapide,
il a une rafale extrêmement rapide. Capteur Il y a stacked, aussi du coup, capteur empilé. stacked, Ça, du tu coup, peux nous en dire un mot, peut-être, empilé, en quoi ça consiste? ça aide beaucoup au niveau de la vitesse de lecture du capteur pour éviter tout ce qui est rolling shutter. Donc, rolling shutter, c'est quand on va avoir des lignes inclinées, quand on a du mouvement dans l'image, parce qu'en fait, le capteur est lu ligne par ligne, plus ou moins rapidement. Et avec ces capteurs stacked, en fait, on peut avoir des vitesses de lecture qui sont bien meilleures. Et ça permet, c'est vraiment génial pour la vidéo, c'est génial pour avoir des rafales aussi très rapides. Mais par contre, attention, au niveau optique, si on veut tirer parti de ces rafales super rapides, il faut un objectif avec l'autofocus qui suit. C'est ça. Et oui. Et là aussi, on se retrouve avec de nouveau des listes d'objectifs qui vont bien marcher, qui sont compatibles. Et c'est quand même chouette, tu vois. On commençait presque à se faire la réflexion de dire bon, bah, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir inventer de nouveau dans tous ces types de boîtiers pour nous exciter, pour machin. Mais en fait, on a la réponse, quoi. C'est des capteurs toujours plus rapides, avec une évolution de la définition qui est contrôlée et surtout une compatibilité avec toute la chaîne, tout l'entonnoir, avec l'optique en entrée, quoi. Et tu peux ajouter à ça toute l'intelligence artificielle qui va rentrer de plus en plus dans les boîtiers. Oui, alors ça, va falloir un jour que quelqu'un se pose pour vraiment m'expliquer comment ça fonctionne tout ça, parce qu'il y a quand même 2-3 notions qui restent encore un peu vaseuses, en tout cas pour moi. Du coup, on a beaucoup parlé de photos, mais il y a un autre domaine dans lequel les boîtiers équipés d'APS-C ont aussi toute leur place, c'est évidemment celui de la vidéo. Outre les performances vidéo assez incroyables des boîtiers traditionnels, par exemple le R7, il propose un mode vidéo 4K 60p ou Full HD 120p. Certains boîtiers sont conçus spécifiquement pour cet usage avec des performances et fonctionnalités professionnelles. Sébastien, le format APS-C, finalement, il fait écho aussi à un format célèbre en vidéo, enfin en cinéma presque, j'ai envie de dire. En cinéma, avec le Super 35. Le Super 35, c'est un format qui est sorti dans les années 50, en 54 pour être précis, qui a été inventé, qui s'est perdu, avec d'autres formats qui sont arrivés après, des formats plus grands, 70 mm, etc. C'est donc un format qui s'est complètement perdu, qui a été remis au jour, en fait, au devant du cinéma par Greystock en premier et surtout par Top Gun. Là, je vous fais un petit peu d'historique cinéma. C'est Top Gun. Le premier. Le premier Top Gun, oui, bien entendu, le premier Top Gun qui n'utilisait pas forcément d'écran vert pour faire des images en cockpit et qu'il fallait trouver des caméras qui soient très réduites en taille pour pouvoir filmer l'intérieur du cockpit. Et Tony Scott, qui a réalisé, cherchait une caméra, cherchait un bon format qui permettait de pouvoir faire de belles images, et il s'est tourné vers le Super 35. Donc le Super 35, à partir de ce moment-là, a été pris à Hollywood pour des grandes promotions, enfin pour des grandes productions, et on le retrouve maintenant pratiquement dans tous les films. On retrouve, alors pas forcément l'intégralité du film, mais on retrouve ce format dans beaucoup de films. Alors, il y a des caméras du coup qui utilisent ce format Super 35 mm, très proche, pas exactement, mais très proche du format APS-C. Chez Canon, on peut citer l'EOS C70, la C300 Mark III, la C500 Mark II. Chez Sony, on peut citer évidemment la toute récente FX30, en gros la petite sœur de la FX3, ce boîtier en monture avec une ergonomie extrêmement dépouillée. C'est un A7S3 mixé avec les caméras bénisses. Pour y mettre plein d'accessoires et en faire le point central d'un setup vidéo. Il y en a même Blackmagic Design. Alors on parlait un peu du futur. Chez Blackmagic Design, ils ont une Ursa Mini Pro 12K en Super 35 mm avec un capteur donc de 80 millions de pixels. Donc en fait, on n'est pas arrivé au bout du chemin avec 40 millions de pixels. Ah non, de toute façon, on va toujours continuer à descendre. Et quand on voit maintenant, même côté, par exemple, capteur de smartphone, on a des capteurs tout petits qui revendiquent 108 mégapixels, 200 mégapixels. Alors, bien sûr, derrière, pour faire l'image finale, celle qu'on va voir dans la galerie de notre téléphone, ils font ce qu'on appelle du pixel binning, donc la fusion de pixels. Ils en prennent 2x2 ou 3x3, parfois même plus. Mais au final, on se retrouve avec des pixels qui vont faire 0,7 microns de côté. Donc, on est encore beaucoup plus bas que le 3 microns qu'on a en APS-C. Donc, il y a encore de la marge pour descendre assez largement. Et après, c'est toujours le même problème. Il va falloir les optiques pour résoudre ces capteurs-là.
Effectivement, effectivement. Bon, je pense qu'on a fait un beau tour d'horizon sur ce qui existe en termes de boîtier APS-C et les différents avantages que ce format de capteur peut offrir aux photographes et aux vidéastes. Benjamin, peut-être un petit mot pour la fin. Je crois que l'APS-C n'est pas mort. C'est parfait comme conclusion. Moi, ça me va très bien.